Bonjour à toutes et à tous. Et donc nous continuons avec une nouvelle séance de séminaire à laquelle je suis très heureux d'accueillir l'un de nos plus brillants et plus originaux et plus savants, je dois dire, jeunes hellénistes d'aujourd'hui en France, Antoine Pietrobelli. Antoine Pietrobelli, qui est maître de conférences habilité à diriger des recherches en langue, littérature et civilisation grecque à l'université de Reims, Champagne-Ardenne, et qui n'est pas seulement un spécialiste de littérature grecque des époques classiques, impériales et byzantines, sur toute la période de la grécité jusqu'à l'époque byzantine, mais c'est surtout un spécialiste de littérature médicale et de Galien et du galénisme. Et il va nous parler aujourd'hui de Galien avec aussi une très grande compétence, très forte compétence sur l'histoire de la médecine depuis l'Antiquité et la Renaissance et sur les transferts du savoir médical antique jusqu'à la Renaissance. Mais c'est aussi par ailleurs, et c'est cette double compétence qui nous intéresse ici dans ce séminaire sur les bibliothèques et les livres, Antoine Pietrobelli est aussi un spécialiste tout à fait remarquable de philologie et d'histoire des textes grecs, avec des compétences très fortes en paléographie, en codicologie, en anecdotique, des sciences extrêmement fondamentales pour justement le transfert, la transmission des textes grecs jusqu'à aujourd'hui. Et il est arrivé à Antoine Pietrobelli une aventure tout à fait extraordinaire qui arrive à peu d'hellénistes, je pense, qui est de découvrir des textes nouveaux, enfin des textes anciens qui avaient été perdus et que l'on redécouvre et qui apparaissent dans une bibliothèque parce que, Antoine nous le racontera peut-être tout à l'heure, il a trouvé dans un monastère grec un manuscrit d'une œuvre perdue de Galien. Donc on connaissait le titre, mais on n'avait pas le texte. En plus, c'est un très beau texte. Ce n'est pas n'importe quel texte, mais c'est un texte très beau qu'il a édité, qu'il a contribué à éditer avec Jacques Joannas et Véronique Boudon-Millot dans la collection des belles lettres. C'est le « Ne pas se chagriner » de Galien. Et un très beau texte que je vous conseille de lire, qui est un très beau texte sur comment faire face au malheur, en particulier lorsqu'on a perdu sa bibliothèque. Mais peut-être que je poserai des questions tout à l'heure à Antoine là-dessus. Donc je recommande la lecture de ce texte perdu et retrouvé par Antoine Pietrobelli. Antoine Pietrobelli a aussi édité un autre texte de Galien, le commentaire au régime des maladies aiguës d'Hippocrate, le livre premier, paru là aussi dans la collection des Universités de France, la collection Guillaume Budet, pour laquelle il a reçu le prix Alfred Croiset l'an dernier de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Il a aussi publié un ouvrage collectif sur les critiques contre Galien, depuis l'Antiquité jusqu'à l'âge moderne, paru chez Honoré Champion en 2020, et ça s'intitule Contre Galien. Et voilà, il prépare encore d'autres livres et d'autres travaux, mais nous avons la chance d'avoir ici un véritable savant des textes anciens, de leur transmission, et c'est de cela qu'Antoine Pietrobelli va nous parler, avec une intervention intitulée « À la recherche de la bibliothèque perdue ». Cela sonne comme un roman d'Umberto Eco ou d'Indiana Jones, je ne sais pas. À la recherche de la bibliothèque perdue, Galien à Paris. Voilà. D'abord, bonjour à toutes et à tous, et je voudrais te remercier chaleureusement, William, pour cette invitation à prendre la parole à ton séminaire. Alors, quand on travaille sur l'Antiquité, on est souvent confronté à des bibliothèques invisibles. En effet, la plus grande partie des textes produits dans l'Antiquité gréco-romaine n'a pas survécu, soit qu'ils aient disparu dès l'Antiquité, soit qu'ils aient été perdus durant la transmission médiévale, voire plus récemment. La critique parle de littérature submergée pour décrire tous ces textes perdus de la littérature ancienne dont nous ne conservons que le titre, des citations, des extraits, des résumés ou des paraphrases. Tous ces livres submergés par les différentes vagues de transmission forment une bibliothèque invisible que les antiquisants tentent de reconstruire et qu'ils utilisent pour interpréter la partie émergée de ces bibliothèques anciennes, c'est-à-dire les textes conservés.
Pour prendre la mesure de ce naufrage, on peut citer l'exemple de Sophocle, dont seules 7 tragédies ont survécu sur les 123 ou 130 qu'il avait composées. On pourrait aussi évoquer le livre 2 de la poétique d'Aristote sur la comédie, dont la disparition a inspiré Umberto Eco dans son roman Le nom de la rose, paru en 1980. Il faut bien l'avouer, les antiquisants ont accès, pour mener leurs travaux, à une bibliothèque qui est réduite à quelques fragments par rapport à celle dont disposaient eux-mêmes les anciens, et les spécialistes de l'Antiquité sont plus que tout autre confrontés à une multitude de livres absents. On pourrait dire que dans ce champ d'études, la bibliothèque invisible excède la bibliothèque visible. Pourtant, cette bibliothèque invisible des anciens n'est pas toujours celle de la perte et de l'oubli. Il arrive que certains livres de ces bibliothèques englouties refassent surface. Les papyrus exhumés des sables d'Égypte au XIXe et XXe siècle nous ont livré des œuvres de Bakylide, Hypéride, Ménandre ou Hérondas qui n'étaient pas autrement connues. Les manuscrits médiévaux réservent aussi parfois quelques belles surprises, comme par exemple les nouvelles homélies d'Origène sur les psaumes, découvertes en 2012 dans un manuscrit de Munich par Maria Moline-Pradel, où William l'a cité, le traité de Galien Ne pas se chagriner, que l'on considérait comme définitivement perdu, mais qui se trouvait dans un manuscrit de Thessalonique que j'ai découvert en 2005. Donc je voudrais aujourd'hui, devant vous, rendre visible un de ces livres de la bibliothèque invisible des anciens, ou plutôt vous démontrer qu'un livre que l'on croyait à jamais disparu se trouvait en réalité sous nos yeux, pour peu qu'on veuille bien l'y regarder de près. Ce livre, c'est l'Épitomée de Galien que le médecin Oribase a réalisé à la demande de l'empereur Julien, dit l'Apostat, au IVe siècle. Cette compilation de Galien a unanimement été déclarée perdue par les spécialistes. Je lis quelques-unes de ces déclarations de perte. Cet ouvrage aujourd'hui perdu était un abrégé de Galien. Un compendium des écrits de Galien composé par Oribase à la demande de Julien. De cet ouvrage aujourd'hui perdu, il ne reste plus que le prologue cité par Photius. Ou encore une synthèse des œuvres de Galien aujourd'hui perdues, dont seul subsiste le prologue dans un codex de la bibliothèque de Photius, etc. Pourtant, en examinant ce dossier philologique, il m'a semblé que nous pouvions avoir accès à une part plus importante du traité que ce seul prologue cité par Photius. Oribase fait mention de son Épitomée de Galien dans la préface de ses collections médicales. Au seuil de cette œuvre ultérieure, initialement conçue en 70 livres, il indique que l'Épitomée de Galien fut écrit en Gaule à la demande de Julien. Or, il me semble que des éléments du premier ouvrage ont subsisté dans les collections médicales et que cette plus grande compilation inclut des vestiges de la première, exclusivement consacrés à Galien. Donc, dans un premier temps, je voudrais vous montrer que l'on peut reconstruire pour partie l'agencement, la teneur et même le texte de cette épitomée galénique. Mais cette découverte philologique a aussi une valeur historique. Je vais dans un deuxième temps défendre l'hypothèse que cette compilation de Galien a, contre toute attente, été effectuée à Paris, non loin d'ici. Elle suppose qu'Oribase y disposait d'une grande partie du corpus galénique pour piocher dans les livres de Galien les passages de sa compilation. Julien est notamment connu pour avoir tenté de restaurer le polythéisme à une époque où le christianisme était devenu la religion officielle de l'Empire romain. L'épitomée de Galien se situe par bien des aspects à la charnière entre deux mondes. Au IVe siècle, la culture, le mode de vie chrétien et l'Église supplantent l'éducation, ou paideia gréco-romaine, les façons de vivre et les structures étatiques des païens. Sur le plan de l'histoire matérielle du livre, l'épitomée de Galien par Oribase se situe au moment où le codex remplace le rouleau dans la forme que prend le livre, et il est particulièrement intéressant dans cette perspective, puisque cette nouvelle technologie du livre explique les conditions de la réalisation d'une telle œuvre de compilation. Enfin, pour l'histoire de la médecine, l'épitomée de Galien est un jalon important, puisqu'il peut être considéré
comme l'avènement du galénisme. Oribase est en effet le premier à avoir tenté de synthétiser et de rationaliser un corpus gigantesque et protéiforme en une somme réduite et cohérente. Pour bien comprendre à quel point cette entreprise relève de la gageure, il faut rappeler que le corpus de Galien représente encore aujourd'hui 10% de la littérature grecque conservée depuis Homère jusqu'au IVe siècle, et qu'à cette masse de textes conservés en grec, il faut aussi ajouter tous les traités conservés uniquement en arabe ou en latin, soit, en plus de ce corpus grec, 25% de plus. Donc l'épitomée de Galien d'Oribase est donc en quelque sorte un livre-bibliothèque, pour reprendre une formule de Luciano Canfora, qui invente une nouvelle forme d'érudition sur Galien en un temps où l'empereur Julien entend restaurer les monuments du paganisme. C'est dans ce cadre plus général que s'inscrit l'enquête que je vais vous soumettre. Mon exposé se fera en 3 temps. D'abord, donc, je vais tenter de vous prouver qu'il est possible de reconstruire l'épitomée de Galien et de retrouver une partie de ce livre perdu. Puis j'avancerai les arguments qui m'invitent à penser que cette compilation a en grande partie été réalisée à Lutèce, sur l'île de la Cité, entre 357 et 360, avant de reconstruire, à partir de l'épitomée retrouvée, le contenu de cette bibliothèque galénique invisible et itinérante qui accompagnait Julien et Oribase durant la campagne en Gaule. Alors, mon premier point s'intitule donc « Un traité perdu pour partie retrouvée ». 3 textes évoquent l'épitomée galénique, considérée comme perdue. La préface des collections médicales d'Oribase, ainsi que 2 notes de lecture de la bibliothèque de Photius, l'une sur l'épitomée lui-même, c'est le Codex 216, l'autre sur les collections médicales, c'est le Codex 217. La première notice de Photius conserve tout d'abord le prologue de l'épitomée, seul fragment connu jusqu'à présent. Je lis ce texte. Le premier ouvrage de cet auteur est un abrégé des écrits du médecin Galien. Il est dédié à Julien l'Apostat et commence ainsi. Sur ton ordre, divin empereur Julien, je me suis empressé de condenser sous un volume réduit les écrits utiles que l'admirable Galien a composés sur l'art médical. Car, pour ceux qui, comme il le dit lui-même, ont choisi de s'adonner à ce métier sans disposition naturelle et sans avoir atteint un âge normal, pour ceux qui, souvent, n'ont pas encore abordé les sciences préparatoires et qui, de ce fait, ne sont pas à même d'étudier les ouvrages in extenso, ce que je vais écrire ici suffira. Ce texte ne demande qu'une étude de courte durée et permettra une compréhension plus aisée parce que leur réduction en un sommaire ne leur enlèvera pas leur clarté. Pour ceux qui ont reçu une instruction antérieure et que ni leur naturel ni leur âge n'empêchent de se servir des ouvrages intégraux, un sommaire comme celui-ci conviendrait dans la pratique en cas de nécessité urgente et pour se remettre rapidement en mémoire les notions les plus nécessaires. Tel est le préambule qu'Oribase donne à ce traité. Il promet de ne réunir que les données agréées par l'auteur et qui concernent le métier de médecin et sa pratique. Ce travail, il l'a réalisé en livre. Alors, dans ce préambule, on apprend que l'épitomée de Galien a été commanditée par Julien. La dédicace le désigne avec le titre d'empereur, autocrator, que ses troupes lui octroient à Paris dès le printemps 360, avant qu'il ne prenne légitimement la succession de Constance II en novembre 361, après la mort de l'empereur. Ce dernier. Ce prologue définit l'objectif et l'utilité de l'ouvrage. L'abrégé galénique propose aux novices un galien plus rapide et plus simple à lire que ne l'est l'immense corpus. Quant aux lecteurs plus expérimentés, il leur offre un aide-mémoire ou un récapitulatif des notions importantes. La lacune à la fin du texte de Photius nous prive malheureusement de l'indication du nombre de livres que contenait cette épitomée. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il était composé de plusieurs livres, le grec dit logos et utilise donc un pluriel. C'est pourtant la préface des collections médicales, la seconde compilation d'Oribase, qui fournit le plus d'informations
sur l'épitomée. Je lis le texte. Les épitomées, commandées par ta divinité, empereur Julien, je les ai composées auparavant, quand nous séjournions en Gaule d'Occident, selon ta volonté. Je les ai composées à partir des livres de Galien uniquement. Tu as loué cet ouvrage et tu m'as commandé une seconde tâche, celle de rechercher et compiler les passages les plus importants de tous les meilleurs médecins, ainsi que tout ce qui est utile pour la finalité de la médecine. Et j'ai pris la résolution, dans la mesure de mes capacités, d'accomplir cette tâche avec empressement, en comprenant qu'une telle compilation serait des plus profitables, les lecteurs y trouvant rapidement ce qui est utile dans chaque cas aux malades. Considérons qu'il est superflu et complètement absurde de noter plusieurs fois la même chose, qu'elle soit issue des meilleurs médecins, des meilleurs auteurs, ou de ceux qui n'avaient pas œuvré avec la même exactitude. Je ne compilerai que les passages de ceux qui ont le mieux parlé, sans omettre aucunement l'agencement du matériau fourni autrefois par Galien seul, étant donné que lui-même domine tous les autres auteurs qui ont traité du même sujet, qu'il use des méthodes et des distinctions les plus exactes et qu'il suit les principes et les dogmes d'Hippocrate. J'adopterai ici aussi un même type de plan. Je compilerai d'abord ce qui concerne la matière, puis tout ce qui a été dit sur la nature et la structure de l'homme, après quoi ce qui a trait à la conservation de la santé et au rétablissement des forces, ensuite tout ce qui concerne la théorie du diagnostic et du pronostic, enfin je traiterai de la thérapeutique des maladies et des symptômes, et, en un mot, tout ce qui est contraire à l'ordre naturel. Je commencerai par les facultés des aliments. Alors le prologue des collections médicales indique d'abord que l'épitomée, épitomas, a été achevé, mené à terme, eis telos egagon, par Oribase en Gaule d'Occident, Galatia te pros esperan, par opposition à la Gaule d'Orient ou Galatie, quand Oribase et Julien y séjournaient. De cette indication, on peut déduire que la compilation galénique a été réalisée, du moins en grande partie, entre 355 et 361, soit durant les 6 années où Julien mena campagne en Gaule contre les Francs et les Alamans. En recoupant avec la dédicace de l'épitomée de Julien, empereur, on peut même établir qu'il a été achevé et offert au dédicataire entre le printemps 360 et le printemps 361. En effet, avant que ses troupes ne le proclament Auguste à Paris, Julien porte le titre de Caesar, César, et après le printemps 361, il quitte la Gaule pour partir en Orient. Quand on lit avec exactitude la suite de la préface, on comprend, d'après moi, que les collections médicales incluent en leur sein le précédent abrégé de Galien. Oribase dit, je lis la deuxième phrase soulignée, sans omettre aucunement l'agencement du matériau fourni autrefois par le seul Galien. Il dit encore, dans la première phrase soulignée, considérant qu'il est superflu et complètement absurde de noter plusieurs fois la même chose. Alors, cette phrase peut s'interpréter de deux façons. Oribase, par souci d'économie, a veillé à éviter les redites. Ce qui avait, par exemple, déjà été dit par un auteur de sa compilation n'avait plus à être répété par un autre auteur. Mais on peut aussi comprendre qu'il a complété le premier ouvrage galénique avec des passages d'autres médecins et qu'il a uniquement puisé chez ces autres médecins ce qui manquait chez Galien. Oribase exprime clairement ici que les collections médicales n'omettent rien de la précédente compilation et que pour répondre à une seconde commande impériale, il a repris un premier ouvrage pour l'augmenter des extraits de tous les meilleurs médecins. Il explique enfin que les collections suivent le même plan que l'épitomée. C'est la troisième phrase soulignée. Alors le troisième témoignage, celui de Photius, va dans le sens de cette interprétation. Ce témoignage est le fait d'un lecteur qui, au IXe siècle, pouvait encore lire et comparer les deux ouvrages d'Oribase. Il est tiré
donc de la bibliothèque de Photius. Le deuxième traité, les collections médicales, présente lui aussi une dédicace à Julien et est achevé en 70 livres. Il constitue une contribution aussi utile que le précédent et même plus utile à cause de son volume. Il a lui aussi une introduction et elle est conçue ainsi. Donc les épitomées commandées, et puis il cite la préface qu'on a lue auparavant. C'est de cette façon qu'est introduit le deuxième traité. Il commence par le même sujet que le précédent, qui enseigne les propriétés des aliments. Dans ces 70 livres, il passe en revue les sujets annoncés. Second dans l'ordre du temps, ce traité est le premier en utilité parce qu'il ne contient pas seulement ce sur quoi Galien a si justement écrit, mais aussi les questions qu'il a laissées de côté et dont d'autres ont fait la matière de leur enseignement. Donc en comparant l'épitomée de Galien et les collections médicales, le lecteur de la bibliothèque de Photius donne sa préférence au second, et son avis peut fournir une explication sur la disparition de l'épitomée galénique en tant que telle, puisqu'il le juge moins utile que les collections médicales en 70 livres. D'autres lecteurs et copistes ont pu avoir le même sentiment, ce qui expliquerait la disparition en tant que telle de ce livre. Mais ce témoignage souligne aussi que les deux compilations commençaient par le même thème des facultés des aliments et que le second contient aussi des passages de Galien. Le fait est que Galien est l'auteur le plus amplement cité dans les collections médicales. Tout comme le médecin de Pergame domine tous les autres dans l'échelle de valeur d'Oribase, ses écrits sont majoritaires dans la compilation telle qu'elle est préservée aujourd'hui. De plus, bien souvent dans les livres conservés, les premiers chapitres sont constitués de textes galéniques. S'il n'est pas exclu qu'Oribase ait ajouté de nouvelles citations galéniques dans la seconde compilation, il semble complètement absurde, comme il le dit lui-même, de supposer qu'il ait compilé Galien à nouveau frais pour ses collections. Il semble plus logique et économique d'admettre qu'il a réutilisé le premier matériau dans le second et que les collections, en fait, ne sont qu'un prolongement du texte initial. Dans ce cas, il faut admettre que les passages de Galien cités dans les collections médicales sont issus de l'épitomée, composée en Gaule, et que ce premier ouvrage n'est pas complètement perdu, puisqu'il nous reste aujourd'hui 24 des 70 livres des collections médicales d'Oribase, soit un peu plus d'un tiers. Cet argument peut être étayé par ce qui est dit de l'ordre ou du plan des deux ouvrages, la taxis. Oribase et Photius précisent qu'ils suivaient la même progression. Or, le lecteur du cercle de Photius, qui ne semble pas avoir poussé très loin sa lecture des deux compilations, il faut bien l'avouer, rapporte qu'elles commençaient toutes les deux par des chapitres sur les facultés des aliments. Alors, allons voir, c'est du grec, je suis désolé, mais on constate, ici vous avez en fait les pinakès, c'est-à-dire les tables des matières des deux premiers livres des collections médicales d'Oribase consacrées aux facultés des aliments. Or, si vous regardez bien, on constate que la plupart des extraits sont tirés de Galien et que les autres auteurs ne sont cités qu'épisodiquement au fil d'une progression purement galénique, soit pour entrer en dialogue sur un sujet commun, soit groupés à la fin en complément du propos du médecin dominant. Bon, je ne rentre pas dans le détail ici, mais par exemple, au début, on a, je crois, un passage sur le pain, et donc Galien va citer Athénée qui parle du pain, mais ensuite on est dans une progression purement galénique. Oribase reproduit en fait les chapitres sur les facultés des aliments de Galien. Donc si l'on suit l'hypothèse que je propose, on comprend mieux la genèse et la composition des collections médicales, mais on peut aussi considérer que les premiers chapitres tirés de Galien dans les collections médicales, ceux qui sont ici, constituaient en fait le début de l'épitomée, et que tous les autres chapitres tirés de Galien, Ec, Ton, Galénou, en sont aussi des vestiges.
Pour accepter cette hypothèse, il faut se défaire d'une conception trop figée de l'œuvre littéraire. Oribase, en effet, fait figure de pionnier dans l'entreprise de sauvetage des textes médicaux anciens et dans l'invention d'une méthode de travail pour compiler de nombreuses sources avec le nouvel outil du codex. Mon hypothèse permet ainsi de mieux comprendre la facture des collections. Il a d'abord composé un abrégé raisonné de la médecine galénique avant de l'inclure dans une plus vaste compilation regroupant d'autres auteurs. Les commandes successives de Julien expliquent cet état composite de l'œuvre. Oribase a donc procédé par accumulation, par adjonction de sources et d'autorités à partir d'un substrat initial qui est, en l'occurrence, galénique. Une telle interprétation implique que les livres de Galien cités dans les collections se trouvaient en Gaule quand Oribase acheva son premier ouvrage. Et c'est le deuxième mouvement de mon exposé intitulé « Un musée en Gaule ». Oribase et Julien ont dû se rencontrer à Pergame, en Asie mineure, en 351-352, quand le jeune prince, né en 330, donc il a 21-22 ans, vint y suivre l'enseignement du philosophe néoplatonicien Aïdésius, un disciple de Jamblique. Déjà âgé, Aïdésius le confia à ses disciples, Priscus, Maxime d'Éphèse et Chrysanthe de Sardes. La date de naissance d'Oribase n'est pas connue avec exactitude, mais lors de leur rencontre à Pergame, on peut estimer qu'il était dans sa vingtaine encore. Julien est né chrétien, mais ses études chez les néoplatoniciens, entre autres, l'ont converti en secret au polythéisme. Dans son discours aux Athéniens, il nous apprend qu'Oribase fit très tôt partie de son entourage crypto-païen. À la fin de l'année 355, Julien, qui étudiait alors à Athènes, est convoqué par l'empereur à Constantinople. Constance II le nomme César et il l'envoie sur le champ de bataille en Gaule, sans doute pour se débarrasser de lui. Le jeune César n'a alors que 24 ans, il n'est jusqu'à présent qu'un rat de bibliothèque et il n'a pas du tout la stature d'un chef de guerre. De plus, il l'envoie seulement avec 360 soldats. Pour que son ami Oribase puisse l'accompagner dans cette campagne militaire en Gaule d'Occident, il imagine de lui donner le titre officiel de gardien de sa bibliothèque. C'est le texte que je vais lire, donc extrait d'un discours aux Athéniens. Je n'avais pu emmener à la cour avec moi, pour mon service personnel, que 4 serviteurs, 2 jeunes garçons et 2 autres plus âgés. Un seul de ces serviteurs partageait ma croyance et, aussi secrètement que possible, mes pratiques à l'égard des dieux. J'avais confié la garde de mes livres à un médecin. C'était le seul de mes nombreux compagnons et fidèles amis qui m'accompagna dans mon voyage parce qu'on ignorait qu'il était mon ami. Donc cette tâche de bibliothécaire médecin n'est pas anodine pour comprendre l'œuvre d'Oribase, qui est à la fois médicale et anthologique. La charge officielle que Julien avait attribuée à son ami, afin qu'il puisse l'accompagner dans ce voyage lointain en Gaule, a favorisé son contact avec les livres, son accès à des ouvrages rares ou encore son goût pour la compilation. Comme l'œuvre d'un Callimaque ou d'un Athénée, la production d'Oribase se fonde sur la bibliothèque dont il dispose, mais elle est aussi influencée par les techniques et les savoir-faire du bibliothécaire, comme le classement thématique, la fiche de lecture, le référencement bibliographique ou le travail d'édition critique. La tâche d'Oribase ne fut sans doute pas une sinécure. Julien était depuis l'enfance un amoureux des livres et il fut sans conteste le plus érudit de tous les empereurs romains. Dans la lettre 107, il écrit « Les uns aiment les chevaux, d'autres les oiseaux, d'autres les bêtes sauvages. Moi, dès mon enfance, je me suis épris d'un désir passionné de posséder des livres. » Dans le Misopogone, il écrit encore « Et pourtant, j'en suis convaincu, parmi tous les gens de mon âge, j'ai lu plus de livres que quiconque. » Lors de son séjour en Gaule, Julien reçut
une importante collection de livres grâce à la bienveillance de l'impératrice Eusébie, l'épouse de Constance II, qui les lui fit parvenir de Constantinople, comme il le raconte lui-même. Il est pourtant un de ces présents qu'il m'est doux de vous rappeler à cause du plaisir extrême qu'il m'a causé. Je n'avais apporté de chez moi qu'un très petit nombre de livres, tant j'avais au fond de l'âme la consolante espérance et l'ardent désir de retourner promptement dans ma demeure. Eusébie m'en donna en une fois une telle quantité, œuvre de bons philosophes et historiens, jointe à celle de beaucoup d'orateurs et de poètes, qu'elle me permit de satisfaire ma passion, quelque insatiable qu'elle fût, pour ce commerce de l'esprit, et qu'ainsi la Gaule et le pays des Celtes devinrent pour moi, en fait de livres grecs, un vrai musée, Mousséion. Revenant à ces trésors chaque fois que j'ai un instant de loisir, je ne saurais oublier la main qui me les a donnés. Même quand je suis en expédition, l'un ou l'autre de ces volumes ne manque point de me suivre en guise de viatique, et c'est toujours un récit composé jadis par un témoin oculaire. Dans mes campagnes, je tiens à emporter avec moi mes livres comme d'indispensables moyens de subsistance, et j'en prends autant que le permettent les circonstances. Alors arrêtons-nous d'abord sur cette formule frappante et presque oxymorique du musée en Gaule. Grâce à cette quantité de livres envoyés de Constantinople par l'impératrice, Julien dit qu'il fit de la Gaule et du pays des Celtes un véritable musée. D'après ce témoignage, on comprend aussi, en tout cas c'est ce que je comprends, que Julien emportait avec lui certains ouvrages lors de ses expéditions militaires. On sait qu'il a lu in situ, comme il le dit, La guerre des Gaules de César ou encore certaines vies de Plutarque, mais on comprend aussi que le gros de sa bibliothèque restait conservé en lieu sûr. Ammien Marcellin, un historien qui a servi en Gaule auprès de Julien, rapporte encore que le jeune César avait l'habitude de diviser ses nuits en 3 parties, un temps pour le repos, tout de même, un autre pour les affaires publiques et un 3e pour la lecture. Donc, quand il n'est pas sur tous les fronts, Julien prend ses quartiers d'hiver dans une place forte. À la fin de 355, il hiverne à Vienne, en Isère, avant de partir libérer Cologne des Francs. L'année suivante, il passe l'hiver à Sens, où il est assiégé 1 mois par les Allemands. Mais pour les 3 hivers suivants, c'est-à-dire de l'année 357 à 360, printemps 360, il choisit la cité de Lutèce pour prendre ses quartiers d'hiver. Dans son misopogone, il l'appelle même Philé Lutetia, ma chère Lutèce. Il loge alors dans le Palatium ou Castellum fortifié de l'île de la Cité qui est elle-même, à cette époque, entourée d'un puissant rempart. On peut se faire une petite idée de ce Paris du IVe siècle de notre ère, dans lequel Julien et Oribas passèrent 3 hivers, en allant visiter la crypte archéologique de l'île de la Cité sous le parvis de Notre-Dame. À cette époque, la ville est réduite comme bien des cités romaines et elle s'est repliée sur l'île de la Cité. Les quartiers de la rive gauche, qui constituaient le noyau urbain de la Lutèce antique, sont abandonnés. L'aqueduc romain ne fonctionne plus et les monuments emblématiques de la cité, temples, amphithéâtres, thermes, sont désaffectés et démantelés pour fournir des pierres à la construction du rempart de l'île. Alors vous notez par exemple que le numéro 3, ce sont les thermes du Collège de France, et qu'il y avait donc des thermes à cet emplacement-ci. On a retrouvé plusieurs tronçons de cette enceinte de la première moitié du IVe siècle, qui donc, comme dans bien des cités du nord de la Gaule, on avait réduit la cité à une place fortifiée, on y avait installé des garnisons, notamment pour protéger des attaques des barbares, germains, francs et alamans. Alors, vous pouvez vous faire, ça c'est une reconstitution du musée de la crypte archéologique, vous voyez le rempart et
la rive gauche, ou encore ici une des portes du rempart, et ici aussi un plan de la cité au IVe siècle sur l'île, donc sur cette île. On voit, vous voyez, que le palatium où réside Julien se trouve à l'emplacement de la conciergerie et de la Sainte-Chapelle. Dans sa chère Lutèce, on sait que Julien a lu, durant un des hivers, lors de ses moments perdus, nous dit-il, des collections aristotéliciennes, Aristotelus Synagogae, en un livre que lui avait apporté son maître, le philosophe néoplatonicien Priscus. Il se peut bien que cette compilation synthétique de la philosophie aristotélicienne ait été à l'origine de la commande adressée à Oribase, ou en tout cas fasse partie d'un même projet impérial. Oribase partageait les croyances polythéistes de son patron. Eunape de Sardes rapporte que Julien fit venir en Gaule un hiérophante de Grèce qui l'initia à des rites secrets. Selon Eunape, c'est de cette initiation que découle le projet, encouragé par Oribase et Évémère de Lydie, de renverser la tyrannie de Constance. La commande d'une compilation de Galien entre pleinement dans ce dessein de promouvoir un empereur païen à la tête de l'État. En effet, Julien avait pour modèle l'empereur philosophe Marc Aurèle. Et Oribase était lui-même originaire de Pergame, comme Galien, qui était justement le médecin de l'empereur stoïcien. L'épitomée de Galien, offert à Julien, contribuait donc symboliquement à la construction de la figure d'un nouvel empereur philosophe. De plus, pour Julien, la médecine, issue d'Asclépios, était une parfaite illustration de la païdéia polythéiste, et la sauvegarde des textes des médecins anciens constituait l'un des volets de son plan de restauration du paganisme. J'ai pris un des exemples, mais je pourrais en citer plein. Dans son Contre les Galiléens, il écrit par exemple « Quel genre d'art médical est apparu chez les Hébreux qui soit comparable à ce que sont chez les Grecs la médecine d'Hippocrate ou celle des écoles postérieures ?» Donc la compilation des extraits de Galien, lui-même impliqué du reste dans le culte d'Asclépios, se donnait donc comme un monument à la gloire de l'hellénisme. Oribase a sûrement accompagné l'empereur sur le champ de bataille. On peut imaginer que tel ou tel livre de Galien se soit trouvé à Reims, à Cologne, à Strasbourg ou à Mayence, ce qui pourrait aussi expliquer la genèse de l'épitomée. Mais on peut aussi raisonnablement penser que le corpus galénique utilisé par Oribase et l'ensemble de la bibliothèque de Julien aient été conservés dans le palais de l'île de la Cité entre 357 et 360, et que c'est en ce lieu que l'épitomée fut principalement composée. Quels étaient donc ces livres de Galien qui ont voyagé en Gaule et sont passés par Paris dans la seconde moitié du IVe siècle? Quel était le corpus galénique qu'Oribase avait à sa disposition pour rédiger sa compilation? Donc c'est mon troisième point, beaucoup plus court, je vous rassure, à la recherche de la bibliothèque perdue. À partir de l'édition critique des collections médicales établie par Johannes Raeder, qui indique dans l'étage des Testimonia les sources galéniques d'Oribase, j'ai tenté de faire la liste des traités de Galien qui étaient cités dans les collections. Pour me faire une idée du rayon galénique de la bibliothèque du musée gaulois de Julien et Oribase. Cette liste esquisse en quelque sorte une bibliothèque invisible, mais elle peut aussi nous renseigner sur l'état du corpus de Galien au IVe siècle. Ce qui frappe d'abord à la lecture de ce tableau, c'est d'abord la somme des traités consultés et compilés. Oribase cite, donc selon ce relevé, 52 livres de Galien. Les deux autres tiers des collections médicales aujourd'hui perdues devaient aussi contenir des références à d'autres traités galéniques. Et on ne peut donc pas tirer argument de l'absence de tel ou tel traité
pour évaluer l'état du corpus galénique au IVe siècle. Mais pour expliquer l'ampleur de cette bibliothèque galénique, on peut supposer qu'Oribase avait accès lui-même à Pergame à la totalité des éditions officielles des textes de Galien, puisque le médecin de Marc Aurèle les avait en effet fait déposer de son vivant dans la bibliothèque de sa cité natale afin d'assurer la préservation de son corpus, mais aussi de prévenir toutes les falsifications. On est en droit de penser qu'en tant que bibliothécaire et médecin de Julien, Oribase avait aussi pu lui-même emporter ses propres livres, et donc une bonne partie de ce corpus. La lettre de Julien au sujet des largesses de l'impératrice Eusébie n'évoque aucun livre de médecine, mais il est possible aussi que Oribase ait pu compléter son propre corpus galénique grâce à cet envoi providentiel de livres en Gaule. La commande de Julien implique de fait un accès à l'ensemble du corpus galénique, et le jeune César a très probablement favorisé l'entreprise de son ami médecin. Donc dans ce tableau, j'ai marqué d'un astérisque les œuvres galéniques qui sont aujourd'hui perdues en grec, soit seulement en grec, soit aussi dans les autres langues. Donc parmi les livres qui circulaient encore au IVe siècle en grec et qui ont disparu aujourd'hui, on peut citer par exemple l'esquisse empirique, qui est conservée en latin, les derniers livres des pratiques anatomiques, les commentaires aux épidémies 2, 6 et à R au lieu donc d'Hippocrate, qui sont aussi conservés en arabe. Mais Oribase cite aussi des passages des traités qui n'ont pas été conservés du tout, comme la synopsis de la méthode thérapeutique ou les 2 premiers commentaires hippocratiques rédigés par Galien aux ulcères et blessures de tête, ou encore le commentaire aux humeurs. Donc vous le voyez, les collections médicales d'Oribase préservent donc des fragments perdus de Galien que personne, à ce jour, n'a recensés systématiquement. Il est vrai qu'il y a déjà beaucoup à faire avec le corpus de Galien qui est conservé, et les collections constituent une mine pour retrouver des fragments perdus de Galien, mais on n'en est pas encore à faire la collection des fragments de Galien, puisqu'on a tant à faire avec le corpus conservé. Donc je conclus. Cette enquête philologique et historique a donc pu établir que l'épitomée de Galien, achevé en Gaule par Oribase et offert à Julien entre le printemps 360 et le printemps 361, est toujours présent dans les collections médicales et qu'il n'est donc pas complètement perdu, comme on le pensait jusqu'à présent. La découverte de cette épitomée a aussi permis d'entrevoir toute une bibliothèque invisible, un corpus de Galien ou encore le riche musée gaulois de Julien qui se trouvait durant 3 années sur l'île de la Cité. Le contexte de la genèse de l'épitomée permet aussi de mieux comprendre le projet d'Oribase. Le médecin a dû apprendre le métier de bibliothécaire lors de son séjour en Gaule et ses collections médicales empruntent aux méthodes de l'art du bibliothécaire ou de la bibliothéconomie. Il utilise, nous l'avons vu, des pinakès au début de chaque livre, c'est-à-dire des tables des matières. Il crée des fiches de lecture, des résumés, ou encore il utilise des références bibliographiques, etc. De même, les commandes successives de l'empereur expliquent la structure des collections qui furent composées à partir d'un premier noyau galénique. Les conditions de production de l'épitomée, durant, on l'a vu, une vie de voyage et grâce à une bibliothèque itinérante, éclairent aussi le mode de fabrication et les objectifs d'une telle œuvre. Il s'agit de condenser un immense corpus en un livre-bibliothèque, plus facile à transporter et à consulter que les centaines de livres de Galien. Un tel projet doit être mis en lien avec la nouvelle technologie du codex qui s'est imposée comme un instrument du pouvoir impérial dans la première moitié du IVe siècle. L'épitomée et les collections ont été commandées par Julien et réalisées par Oribase sous la forme de gros codex contenant des canons de la médecine à la gloire de l'hellénisme. Ces livres-bibliothèques pourraient ainsi être comparés aux grandes Bibles réalisées dans la première moitié du IVe siècle à la demande des empereurs Constantin
et constant pour les églises de Constantinople, dont 2 exemplaires nous sont conservés, le Vaticanus, que vous voyez ici, et le Sinaiticus. Donc en fait, les livres de l'empereur Julien, enfin les livres qu'a composé Oribas, devaient ressembler à ces gros volumes. Et de même que ces imposants codex ont contribué à fixer le canon officiel de la Bible chrétienne, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, de même, l'Épitomée d'Oribas a constitué le premier acte de la canonisation de Galien. Je vous remercie de votre attention. Merci infiniment, cher Antoine, pour cette extraordinaire enquête quasiment policière, en tout cas philologique, mais il y a des rapports entre le philologue et le détective à ce niveau de la science, qui nous a fait en plus visiter le Paris d'il y a 1600 ans, enfin 1600 ans, et peut-être nous sommes tous pris à rêver que peut-être la bibliothèque de Galien se trouvait non pas dans les termes de l'île de la Cité, mais dans les termes du collège. Ce serait, mais bon, apparemment qui était déjà détruit à ce moment-là. Et c'est vrai qu'il faudrait sans doute que la ville de Paris, quand même, nomme, je ne crois pas que ce soit le cas actuellement, une place, une rue à Julien, qui était quand même peut-être le premier amateur, amoureux de Paris. Enfin, c'est un anachronisme de parler de Paris, mais du Lutèce de l'époque. Mais c'est vrai que les mots d'amour de Julien pour Lutèce sont assez étonnants. Hein. Ouais. En fait, c'est pas tant un anachronisme parce que ce que j'ai lu, je sais pas vraiment. C'est à cette époque que Lutèce devient Paris au IVe siècle. Donc on pourrait déjà l'appeler Paris. C'est vrai. Et surtout, il y a, dans le Misopogone, il y a une description magnifique de Paris et de l'île de la Cité par un hiver particulièrement rigoureux, où il nous raconte que la Seine était gelée. Tu connais ce fameux passage. Voilà, ouais. Oui, c'est pour ça que je pensais à ça. C'est un très beau texte qu'il faut lire. Hein. Il faut lire Galien, il faut lire Ne pas se chagriner en particulier, qui est moins médical que les autres textes, donc plus accessible pour un lecteur lambda, disons. Et puis, il faut lire ce Misopogone, qui est un très bel éloge de Paris. Hein. C'est assez étonnant de dire ça. Il n'y a pas la Tour Eiffel encore, mais on peut aimer Paris même sans la Tour Eiffel. En tout cas, c'était l'opinion de Guy de Maupassant, qui voulait qu'on détruise la Tour Eiffel. Enfin bon, je ferme ici la parenthèse. Non, c'était vraiment tout à fait passionnant. D'abord parce que tu as restitué effectivement l'histoire de ce livre perdu d'Oribas et donc tu as retrouvé dans un autre livre qui lui est conservé en partie, du moins dans un ensemble de volumes, et tu as reconstitué aussi les conditions de rédaction de ce livre à Lutèce, dans une bibliothèque dont on peut déjà reconstituer effectivement la composition, ce qui dit beaucoup du déplacement, du voyage des livres, parce qui sont liés toujours à des lieux quand même, parce qu'il faut qu'Oribas soit lui-même originaire de Pergame, sans doute pour qu'il ait accès à une bibliothèque qui lui permet quand même de récupérer, il faut avoir des connexions personnelles quand même pour avoir accès à des livres. Donc les livres voyagent, mais ils voyagent grâce à des systèmes sociaux en fait qui permettent cela. Pas surtout, il est l'ami de l'empereur, et ce qui permet, enfin du futur empereur à l'époque. Mais du coup, ça favorise bien sûr les moyens, et puis vous l'avez vu, Julien est un amoureux des livres. Il passe sa vie dans les livres. Oui, c'était. En fait, je crois, de toute sa jeunesse, il est enfermé et il lit. En fait. Il n'a pas le droit de sortir, il est assigné à résidence, et donc il passe toute sa jeunesse à lire. Je crois que c'est vers ses 19 ans qu'il est autorisé à aller étudier à Pergame, à Athènes, etc. La tragédie de Julien, c'est d'avoir été nommé empereur. Au bout du compte, c'est général d'abord, alors qu'il avait peut-être un autre destin qui s'ouvrait à lui plutôt du côté des livres. Alors moi, je vais m'intéresser aux raisons qui font que, en fait, nous sommes passés, enfin, avant toi, nous,
les philologues, les hellénistes, les spécialistes de Galien et de la littérature médicale antique sont passés par-dessus ce livre disparu, mais qui était devant leurs yeux. Et donc là, ici, on pense à la fameuse nouvelle d'Edgar Poe, La lettre volée. L'ouvrage est là, mais personne ne le voit, et toi, tu as réussi à le voir. Qui est parce que cet épitomée de Galien, composé par Henri Baz, se trouvait en fait dans une autre collection plus importante, qui a été rédigée ensuite. Mais la question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne voyait pas cela? Et il me semble que l'une des raisons de l'oubli qui fait qu'on passe par-dessus, c'est une différence de rapport à l'écriture entre aujourd'hui et ce qui était et le rapport à l'écriture dans l'Antiquité, enfin moi dans cette Antiquité-là, ça n'a pas toujours été peut-être le cas. En particulier, il me semble que notre idée de littérature, pas seulement de littérature, mais de science, au bout du compte, c'est une idée foncièrement liée à l'idée d'originalité. Quand on écrit pour dire quelque chose de neuf et d'original. Et donc, un original qu'on puise de soi, et lorsqu'on écrit un nouveau livre, on n'a pas le droit de se replagier soi-même, en principe. On doit écrire quelque chose de neuf par rapport à soi-même. Donc, et alors là, ce qu'a fait Henri Baz, c'est différent, puisqu'il a d'une part, son premier épitomée, il reprend le texte de Galien, et après les collections médicales, il reprend ce que lui-même a fait à partir de Galien. Donc il y a vraiment un double crime commis contre l'originalité et contre cette idée qu'il faut toujours écrire du nouveau. Alors que précisément à cette époque-là, et même avant, les livres sont aussi, tu l'as dit, je pourrais t'entendre là-dessus, sont aussi des livres bibliothèques. Sont aussi des livres qui font la synthèse, qui font des compendiums, des compilations de livres anciens. Je pense en particulier au livre très intéressant que vient de publier l'an dernier Christian Jacob sur les ethnosophistes d'Athénée, où on voit effectivement, il considère ce livre comme une bibliothèque, en quelque sorte, une bibliothèque portative. Et voilà, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus, en fait, sur cette question du livre-bibliothèque je trouve qu'il y a là quelque chose. Est-ce que c'est propre à cette période du IVe siècle ou ces siècles-là d'une culture antique en crise, ou est-ce que c'est quelque chose qui est quelque chose de plus profond dans la tradition littéraire antique? Je pense qu'il y a c'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'on pense par exemple à Pline l'Ancien, qui fait déjà un livre bibliothèque, donc là on n'est pas à la fin de l'Antiquité. Il y a en tout cas déjà aussi le corpus galénique pourrait être considéré comme un livre bibliothèque, parce qu'il cite quand même des milliers d'auteurs, enfin je sais pas des milliers, des centaines d'auteurs qu'on ne connaît pas par ailleurs et dont on a des résumés de leurs œuvres, etc. Donc je pense que c'est une grosse tendance, et à mon avis, qui a connu son apogée, je dirais, au IIe siècle, à l'époque d'Athénée et de Galien, plutôt de livres encyclopédiques où il y a tout le savoir qui est rassemblé. Par exemple, l'œuvre de Galien, pour nous, c'est une œuvre de médecine, mais ses contemporains le considéraient aussi comme un philosophe. Et on a perdu tous les commentaires d'Aristote, de Platon, on en a gardé un, ou alors ses ouvrages de grammaire, des ouvrages littéraires de Galien. On les a perdus, et donc nous, on a l'image que c'est que de la médecine, alors qu'en fait, c'est vraiment une œuvre encyclopédique qui veut... Et de même pour Pline, alors Athénée, c'est peut-être moins encyclopédique parce que le thème est exclusivement celui du banquet, mais oui, en fait, on pense tout de suite au livre de Christian Jacob, qui était d'abord en anglais et ensuite qui a été traduit en français, effectivement, où aussi j'ai cité aussi Callimaque. Alors là, c'est une autre histoire, parce que c'est le bibliothécaire, celui qui a rationalisé, qui a trouvé un classement pour la grande bibliothèque d'Alexandrie à travers c'est Pinakès qui a trouvé une façon de classer les livres, d'organiser le savoir. Et donc, lui, il est bien évident que toute la poésie de Callimaque est une poésie érudite qui n'est faite que de citations, de mots rares qu'il a trouvés dans les livres qu'il a édités ou mis en ordre. Voilà. Mais c'est vrai, alors je pense qu'au IVe siècle, il y a quand même quelque chose. Déjà, il y a tous ces changements que j'ai un peu esquissés,
l'avènement d'une nouvelle culture radicalement différente, la culture chrétienne. Donc on va remplacer les livres anciens par des livres chrétiens, quoi. Enfin, on garde une petite part quand même à certains orateurs, à certains classiques, et on voit ça aussi par exemple. Donc il faut sauvegarder cet héritage. Enfin, manifestement, moi ce que je perçois dans les tentatives d'Oribase et de Julien, c'est ça surtout. Il faut sauvegarder ces textes qui vont peut-être être oubliés définitivement. Il faut les organiser. Voilà. Et on pense aussi à Stobé, par exemple, hein, qui lui aussi comme ça, va être conserver des tas de citations d'auteurs qui sont par ailleurs perdus, en fait. Voilà. On pense aussi à la bibliothèque historique de Dior de Sicile, hein, qui est aussi c'est ça. Complètement. Bibliothèque, des livres bibliothèques. Il me semble quand même qu'à l'époque de Julien, il y a quand même cette idée, tu l'as très bien dit, d'une sorte de sentiment de perte, de restitution des temps anciens. Julien veut être le nouveau Marc Aurèle, Oribase le nouveau Galien, en quelque sorte. Et donc, rassembler les livres, c'est aussi permettre la conservation de quelque chose pour la restitution de temps anciens, pour que des temps nouveaux, pour que les temps anciens puissent revenir. Et ce n'est pas sans lien aussi avec la création de canons. Tu parlais du IIe siècle, c'est aussi l'époque où, semble-t-il, le canon de la tragédie grecque, par exemple, commence à se figer autour d'une trentaine d'œuvres, une vingtaine plutôt en fait. Et donc il y a des moments, semble-t-il, assez cruciaux pour la création de ces canons et qui engagent en vérité les siècles à venir, qui vivent sur ce qui est préservé à tel ou tel moment. Ouais. Tu as parlé du rôle du codex également. Oui. Alors bien sûr, j'ai aucune preuve pour dire que Oribase utilise le codex, mais ça me semble une évidence. En fait, j'ai eu l'occasion de travailler sur ces Bibles, bref, et notamment sur une autre Bible qui est l'Alexandrinus. Et en fait, quand on compare ces trois Bibles, on voit que le canon se fixe par le livre. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, dans la Bible qui est plutôt datée du 5e siècle de l'Alexandrinus, il y a encore des livres que nous, on juge apocryphes. Mais en fait, ce livre, Saint Jérôme dit de la Bible, c'est le livre des livres, mais en fait, avant le codex, on n'a que des rouleaux. Et donc, c'est le codex qui rend possible un canon officiel de la Bible, en fait. Et je pense qu'avec Galien, on a la même chose, parce qu'en fait, quand on regarde l'histoire du galénisme, donc Galien, c'est tellement immense, tellement vaste, que après Galien, pendant un siècle, on n'a pas de trace pratiquement de sa lecture. La première trace, c'est Oribase. Et Oribase, c'est le premier donc, à essayer d'organiser, de rendre plus court cet immense corpus, mais après, il y a tous les encyclopédistes byzantins qui vont faire exactement la même chose qu'Oribase, mais aussi les savants arabes. Hein. Par exemple, Avicenne, dans son canon, au début, c'est un résumé de Galien. Donc tout le monde va essayer après de synthétiser cette doctrine et ces livres, et c'est pour ça que c'est le début, en fait, d'un... Et c'est vrai que c'est, Oribase, et donc par l'intermédiaire de Julien, va faire de Galien une autorité première, hein, il le dit, et ça va continuer jusqu'au XVIIe siècle. Voilà. Donc le codex, je pense, sert à ce processus de canonisation. D'autant que le terme de Bible, hein, Biblia, désigne bien une bibliothèque en vérité, hein, plutôt qu'un livre. Mais l'usage du codex a longtemps été concomitant avec celui du rouleau, semble-t-il. J'étais frappé dans la citation que tu faisais de Julien, parlant de son goût de la lecture, du verbe qu'il employait pour lire, qui était anelixas, qui renvoie plutôt, me semble-t-il, au déroulé du rouleau. Ah oui. Hein,
Ah oui, Annelix, oui, bien sûr. Plutôt que. Donc, les livres qu'il lisait et qu'il aimait, c'était des livres qu'il déroulait. Il n'emploie pas le verbe anaginosko pour lire ici. Et ça renvoie ici à un usage de plaisir, en gros, du livre, qui est quand même le livre sous forme de. Non Ah oui, Annelixas, oui. Ou est-ce que je me trompe? Est-ce que ça. Est-ce que c'est métaphorique peut oublier ce verbe pour des codex? C'est la question. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est métaphorique ou au sens propre? Mais moi, j'ai quand même tendance à penser qu'au IVe siècle, on est à peu près sûr que le codex, c'est la période où ça a commencé bien avant. Hein. Dès le IIe siècle, les juristes, on dit, les juristes et les chrétiens utilisent le codex un petit peu. Et je pense, moi, personnellement, que Galien, mais je n'ai pas d'argument, a dû utiliser aussi le codex pour préserver son œuvre. Mais au IVe siècle, c'est sûr, on n'écrit plus sur des rouleaux, quoi. Et là, il faudrait imaginer qu'ils aient emmené des milliers de rouleaux qui sont beaucoup plus fragiles, beaucoup plus difficiles à transporter que... je pense que la bibliothèque itinérante de Julien, elle est formée de codex, même si on a Annelixas. Il parle peut-être quand il était dans le palais, dans les demeures impériales, oui. Là il avait accès à des rouleaux. Là, en fait, je pense que dans sa jeunesse, il est enfermé en Bithynie, il est assigné à résidence, et c'est là qu'il lit énormément. Mais ensuite, il a lu aussi des philosophes, je sais pas. Mais oui, c'est vrai que ça va un peu contre mon interprétation, mais je suis assez convaincu que ce livre, ces compendiums de Galien ou les collections médicales, ne se comprennent que par l'utilisation du codex. Non, mais c'est pas du tout contradictoire, parce que je pense que là, il parle de sa jeunesse, et pas du tout du moment où il était en campagne en Gaule. Et cette figure du médecin bibliothécaire, alors, voilà, ça c'était une fonction à laquelle je faisais tout à l'heure, une sorte de théorie des différentes fonctions à la de la bibliothèque. Mais là, c'est peut-être une autre définition de la médecine que ça engage, c'est-à-dire une médecine liée à l'usage des textes, des références, une médecine qui a une définition de la médecine qui a quand même duré jusqu'au XVIIe siècle à peu près, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Parce que la médecine, c'était en fait savoir être médecin, c'était connaître les textes de Galien, notamment. Oui. Est-ce que ça, c'est cette fonction de médecin bibliothécaire, parce que pour Galien, là c'est l'occasion, ça me permet aussi de faire la connexion avec le ne pas se chagriner. Pour Galien, la bibliothèque aussi, c'est fondamental. Mais c'est une bibliothèque, c'est sa propre bibliothèque. Alors, mais l'idée d'avoir un savoir médical qui est toujours lié à, d'une certaine manière, une bibliothèque et à un savoir livresque. Oui, ça me fait penser, pour prendre l'exemple de Galien, donc Galien, au début de sa carrière, il faisait des démonstrations anatomiques en public. C'est-à-dire, et par exemple, à un moment, il raconte, donc c'était sur le Forum de la Paix, c'est un peu l'endroit où se rassemblent tous les intellectuels à Rome, où ils s'invectivent, où ils prononcent. Et par exemple, il y avait un petit jeu comme ça entre sophistes, médecins. Par exemple, on ouvrait un livre à un passage, un livre d'Érasistrate en l'occurrence, et Galien doit montrer que Érasistrate s'est trompé en faisant une dissection. Donc il y a à la fois le livre du passage qui va réfuter, et puis le cochon, le pauvre cochon, la chèvre ou le singe qui va disséquer pour montrer qu'Érasistrate s'est trompé dans son anatomie, par exemple. Donc, ça me fait penser à cette nécessité d'avoir, par exemple, pour faire une démonstration publique, à la fois un livre et un corps animal pour la dissection. Mais il est bien évident que le codex a révolutionné la médecine aussi, parce que, comment dire, l'idée, en fait, Galien nous dit lui-même qu'il a acquis, dans le ne pas se chagriner justement, qu'il a acquis par des héritages ou par des gens qui lui ont donné, en fait, les premiers codex attestés dans l'histoire ancienne, qui étaient en fait des codex de pharmacologie, c'est-à-dire des recettes. Et on voit bien que souvent ces recueils sont ordonnés toujours de la même façon. On commence par les maladies de tête et on finit par les maladies de pied, si je puis dire. Et donc il y avait un ordre comme ça, et on peut comme ça trouver beaucoup plus facilement une recette on peut que par un rouleau, quoi. Enfin, un rouleau, on ne peut pas
trouver un passage immédiatement. Voilà. Donc, avec Galien, on a déjà l'attestation, parce que lui, il nous dit que c'était des parchemins qu'il lui il a acquis par un ami, mais qu'il les avait hérités de quelqu'un d'autre. Donc, on est presque au 1er siècle. Et on a déjà l'attestation d'utilisation par des médecins, en tout cas pour des recettes, de la forme du codex. Il dit que c'est des grands codex de parchemin et que cette collection, en fait, elle a été initiée par quelqu'un qui était passionné par les recettes pharmacologiques et qui en avait collectionné plein partout. Donc il y avait déjà une collection, peut-être au début du IIe siècle, fin du 1er siècle, sous forme de codex. Donc oui, il y a un lien, en fait. Je pense qu'il y a l'usage de la médecine et du codex, c'est vrai, il y a quelque chose à écrire ou à lire. Une manière d'illustrer le dicton doctus cum libre, c'est aussi docteur avec le livre, parce que le codex, c'est par exemple le livre de référence, qui permet donc de soulager la mémoire, ce qui permet aussi de faire le lien qui était tout à l'heure du lien qui existe entre bibliothèque et fonctionnement de la mémoire que représente de cette manière le codex. Exceptionnellement, s'il y a une question dans la salle, je peux la prendre.